cavalier qui surgit hors de la nuit, court vers l'aventure au galop. Son nom, il le signe à la pointe de l'épée, d'un Z qui veut dire Zorro. Certains d'entre vous se rappellent peut-être de la polémique ridicule qu'il y a eu voici environ 6 mois sur l'effacement de la dette publique détenue par la Banque de France. L'histoire s'était rapidement calmée quand des gens compétents avaient expliqué pourquoi l'idée était complètement stupide. D'ailleurs, vous trouverez en lien dans la description l'explication fournie par Madame Benassi Kéré, économiste à la Direction Générale du Trésor, l'administration qui s'occupe des dettes publiques, sur pourquoi l'annulation de la dette n'est ni légale, ni utile, ni souhaitable. C'est une explication qui tient sur 3 pages. J'en profite d'ailleurs pour remercier Madame Benassi Kéré. C'est parce que nous avons des fonctionnaires comme elle que notre pays tient encore à peu près debout. En revanche, je ne remercie pas la chaîne YouTube Eureka qui va être notre sujet du jour. En effet, je suis tombé récemment sur une vidéo de cette chaîne qui parlait de cette fameuse question de l'annulation de la dette publique. Dans cette vidéo, Monsieur Eureka a réussi à la fois à montrer qu'il n'a absolument aucune compréhension de la finance et à insulter les financiers, avec notamment ses propos. Montrer aux financiers que ça pose absolument aucun problème. On les éduque sur le fait que l'investissement public est nécessaire, que tout ne se compte pas en euros, que les richesses ne sont pas que marchandes. Si on arrive à faire comprendre ne serait-ce qu'un dixième de ce que je viens d'énoncer, c'est déjà un pas de plus vers des financiers qui comprennent un peu mieux leur boulot et leur rôle. Ceux qui affirment le contraire, soit ne comprennent pas, désolé, faut se remettre à la compta. Alors c'est très drôle en fait parce que littéralement tout ce que monsieur va dire dans sa vidéo est faux. Donc voici ce qu'on va faire. On va commencer par laisser monsieur nous expliquer son projet. Sa vidéo fait 1h30, évidemment, on va pas la passer en entier. J'ai réduit son message à 7-8 minutes à peu près, ce qui était largement suffisant pour dire tout ce qu'il y avait à dire. Voilà. Et ensuite, on va lui expliquer tout ce qu'il n'a pas compris. Enfin, l'essentiel de ce qu'il n'a pas compris, parce que sinon, on y sera encore dans plusieurs années. Sans plus attendre, donnons la parole à monsieur. Quel est votre projet exactement ? Et si on annulait une partie de la dette de l'État? Ouais, je suis pas sûr, moi. Ah non? Pourquoi? En fait, parce que par définition, vous ne pouvez pas annuler une dette. Vous ne pouvez pas décider de vous-même que vous ne devez rien à personne. Voilà. Ce que vous pouvez faire, par contre, c'est annuler une créance. Vous pouvez décider que quelqu'un ne vous doit plus rien. Ça, vous pouvez le faire. Mais annuler une dette, en fait, ça veut rien dire. Mais c'est peut-être un problème de vocabulaire. Qu'est-ce que ça veut dire pour vous, annuler une dette ? Annuler une dette, ça signifie ne pas la rembourser. J'espère que j'ai mal entendu. Annuler la dette, c'est ne pas rembourser. D'accord, mais du coup, annuler la dette, c'est exactement pareil que faire défaut. En fait, du coup, même le nom de votre projet n'est pas bon. Votre projet n'est pas d'annuler la dette, votre projet c'est de faire défaut. Pourquoi vous l'appelez pas comme ça, simplement au juste, d'ailleurs ? Tout simplement parce que tout le monde sait ce que c'est un défaut de paiement, tout le monde sait que ça a des conséquences qui sont désastreuses, et dans ces conditions, ça va être un petit peu compliqué de convaincre qui que ce soit de vous suivre dans vos délires. Mais bon, je vous ai interrompu, monsieur, continuez. Et ici, il faut tout de suite ajouter que le débat autour de l'annulation de la dette se concentre sur une dette bien particulière, celle détenue par une banque centrale. D'accord, et pourquoi est-ce que vous voulez faire ça au juste ? Ça pourrait permettre à l'État de lever davantage de fonds sur les marchés financiers, pour financer, au hasard, une revalorisation des salaires des travailleurs de la santé, plus d'hôpitaux avec de meilleurs équipements. Si l'annulation de la dette est un outil technique, l'idée qui motive son utilisation est avant tout politique. Le but, c'est d'affirmer un rôle particulier de l'État. Il faut aussi comprendre que l'annulation de la dette de l'État permet de s'attaquer à un totem, à une croyance en des règles financières érigées en lois naturelles inviolables. La révolution consiste à voir le défaut comme un outil financier comme un autre, plutôt que comme une situation désespérée qu'il faudrait tout faire pour éviter. La révolution, c'est de dire une banque centrale est une institution spéciale, dotée de pouvoirs financiers spéciaux, et notamment celui de ne pas craindre de manquer d'argent pour quoi que ce soit. D'accord, donc 3 objectifs. Permettre à l'État d'emprunter plus, affirmer le caractère spécial de l'État et modifier les règles de la finance. D'accord, bon, on parle de combien en termes de chiffres ? Avec une dette de 2500 milliards d'euros, l'État français emprunte aujourd'hui, je te donne des ordres de grandeur, 200 milliards tous les ans sur les marchés financiers. Sur les 200 milliards que l'État emprunte, 120 servent à rembourser la dette, à refinancer. 40 servent à payer les intérêts de la dette et 40 servent à investir. Alors, c'est très joli comme schéma, mais c'est complètement faux.
Pour toute personne qui a ne serait-ce que de très vagues notions de finance, il y a un grave problème sur ce schéma. Et pour tous ceux qui maîtrisent ne serait-ce qu'un tout petit peu la comptabilité publique, il y a un deuxième problème. Ce problème étant le principe de non-attribution des recettes. Mais on va voir ça tout à l'heure. Excusez-moi monsieur, je vous ai interrompu. Si on supprimait les 500 milliards de dettes aujourd'hui détenues par la Banque de France, donc 20% de la dette de l'État, et que l'État continuait d'emprunter 200 milliards tous les ans comme il le fait sans problème actuellement, alors on aurait 95 milliards qui serviraient à rembourser la dette, 30 milliards pour payer les intérêts, et donc 75 milliards pour investir. Presque 2 fois plus qu'aujourd'hui. D'accord, bon, c'est n'importe quoi, mais on va expliquer pourquoi un peu plus tard. Est-ce qu'il y a des conditions nécessaires pour que ça fonctionne, votre bazar ? Il faut des politiques qui veulent investir, et une Commission européenne, et des marchés financiers aussi, qui perdent pas confiance. D'accord, et il se passe quoi si ces conditions ne sont pas réunies ? C'est ça qui peut provoquer des faillites d'entreprises, #Lehman Brothers, et c'est ça qui a provoqué la crise de l'euro en 2010. La Grèce, l'Irlande et le Portugal n'arrivaient plus à emprunter à certains acteurs des marchés financiers pour rembourser certains autres acteurs des marchés financiers. D'accord, d'autres menus inconvénients en dehors d'une crise financière mondiale ? Moi j'ai aussi entendu dire que ça pourrait créer de l'inflation, cette histoire d'annulation. Il y avait un truc de masse monétaire incontrôlable, je sais plus trop. Bon, voilà le projet de monsieur. J'ai quand même réussi à réduire sa vidéo d'1h30 à environ 4 minutes. Bon, comme quoi il n'y avait pas forcément beaucoup de matière. Bon, maintenant puisque monsieur aime l'éducation, on va faire un contrôle et on va corriger les quelques menus erreurs qui se sont glissées dans sa vidéo. Et on va commencer directement avec ces chiffres. Avec une dette de 2500 milliards d'euros, l'État français emprunte aujourd'hui, je te donne des ordres de grandeur, 200 milliards tous les ans sur les marchés financiers. Bon ça commence mal. Le graphique que vous voyez s'afficher est le montant qui a été emprunté par l'État en fonction des années. Ces chiffres nous sont fournis par l'agence France Trésor et nous pouvons constater que les montants empruntés par l'État varient entre 78 milliards d'euros et 275 milliards d'euros. Il y a concrètement une demi-douzaine d'années où on peut dire que l'État a emprunté environ 200 milliards d'euros. Il ne s'agit même pas d'une série continue et la dernière fois qu'on a été proche des 200 milliards, c'était en 2017. Je vous rappelle que nous sommes en 2021. D'ailleurs, pour 2021, l'État prévoit d'emprunter 260 milliards d'euros. Donc non monsieur, l'État n'emprunte pas 200 milliards tous les ans, loin de là. Mais bon, ça à la limite c'est juste faux. Maintenant on va vraiment voir l'abomination que monsieur a réussi à nous concocter. Sur les 200 milliards que l'État emprunte, 120 servent à rembourser la dette, à refinancer. 40 servent à payer les intérêts de la dette, et 40 servent à investir. Bon, soyons clairs, vous pouvez contacter n'importe quelle administration, fouiller leur site web, leurs archives, faire toutes les démarches que vous voulez, vous ne trouverez jamais ce schéma auprès d'aucune administration. Pour la simple et bonne raison que c'est aberrant. Bon, alors évidemment, le premier point qui pose problème, ce sont les intérêts. Ça là. Alors, légalement parlant, ça s'appelle de la cavalerie bancaire, ça. C'est un tantinet illégal. Et surtout, si vous êtes assez bête pour expliquer que vous empruntez pour rembourser des intérêts d'emprunt, personne ne sera assez idiot pour vous prêter ne serait-ce qu'un centime. Pour la simple et bonne raison que la grande question qu'on se pose avant de vous prêter de l'argent, c'est de savoir si vous allez payer. Or, si vous empruntez pour payer des intérêts d'un autre emprunt, ça veut dire que vous n'avez pas les moyens de payer. Et si vous n'avez pas les moyens de payer, vous n'allez pas payer. Donc on ne va pas vous prêter. Ce n'est pas un raisonnement très compliqué. Et pourtant, ça dépasse Monsieur Eureka. Alors, notre deuxième problème avec ce graphique est assez comique si on tient compte de ce que monsieur nous a dit tout à l'heure. Rappelez-vous. Désolé, faut se remettre à la compta. Alors, pourquoi est-ce que c'est drôle en fait ? Eh bien, tout simplement parce que l'explication de monsieur viole une des règles essentielles de la comptabilité publique, qui est le principe de non-affectation. Ce principe est un composant du principe d'universalité budgétaire. Et qu'est-ce que ça nous dit concrètement ? Eh bien, tout simplement que nous ne pouvons pas associer une rentrée d'argent à une sortie d'argent. On ne peut pas dire, par exemple, que les emprunts ont servi à payer telle ou telle chose. Et à partir de là, eh bien, tout le raisonnement de M. Eureka s'effondre. Et oui, si les emprunts ne servent pas à ce qu'il nous dit, alors tout son plan qui repose là-dessus s'effondre. Ouais, c'est bête, mais bon, c'est comme ça. Et enfin, il y a un petit problème.
un dernier, enfin, petit problème. En fait, monsieur va nous expliquer que son plan ne sert à rien, en fait. C'est juste qu'il ne l'a pas compris. Rappelez-moi, monsieur, l'objectif de votre annulation de la dette. Ça pourrait permettre à l'État de lever davantage de fonds sur les marchés financiers. Bon, l'objectif, c'est d'emprunter plus. Alors, moi, j'ai une suggestion. Plutôt que de faire des magouilles comptables, pour emprunter plus, le plus simple, c'est peut-être d'emprunter plus. Mais vous allez me dire, peut-être que les marchés financiers, comme ils les appellent, veulent pas prêter. Attendez, vous en pensez quoi de ça, monsieur ? Pour répondre à ta question, il faut savoir que l'État pourrait sans aucun problème emprunter beaucoup plus que 200 milliards par an. Il pourrait monter à 400 milliards sans problème. Donc en fait, si votre objectif c'est d'emprunter plus et que vous pouvez déjà emprunter plus, votre annulation de dette, elle sert à rien. On est d'accord. Le but de l'annulation n'est pas d'inciter les marchés à prêter plus. Le but, c'est de libérer de l'espace dans les emprunts pour des investissements publics. Bon, il va falloir vous mettre d'accord avec vous-même, monsieur. L'objectif c'est d'emprunter plus ou pas au final ? L'État devrait pouvoir emprunter ce qu'il veut, quand il veut. Ok, mais du coup, en fait, l'État actuellement emprunte dans les 260 milliards à peu près par an, et vous nous dites qu'il peut en emprunter 400. Donc en fait, l'annulation de la dette ne sert à rien non plus dans ce cas-là. On est d'accord. L'État emprunte déjà ce qu'il veut. Donc en fait, on revient au problème initial. Votre proposition ne sert à rien. Bon, il y aurait encore beaucoup à redire sur les projections financières fantaisistes de monsieur, mais je pense qu'il a sa dose et on va pas y passer la journée. On va plutôt passer directement à son deuxième objectif, le rôle de l'État. Alors, qu'est-ce que vous voulez faire à ce sujet, monsieur ? Ça veut dire quoi ça ? Il y aurait un genre de contradiction entre les règles de la finance et le fonctionnement d'un État ? Plus ou moins. Je vais t'expliquer ça. D'abord, il y a un genre de malaise pour les financiers quand il s'agit de prêter aux États. Alors non, il n'y a aucun problème de la part des financiers, comme vous dites, à prêter aux États. C'est ce qui fait que les États sont les plus gros débiteurs de la planète. Mais je vous ai interrompu, reprenez votre explication. D'un côté, il est parfaitement admis et empiriquement vérifié que les États sont les meilleurs clients des marchés financiers. Ils sont considérés comme les emprunteurs les moins risqués. Donc, a priori, d'un autre côté, les entreprises qui refinancent leurs dettes à perpétuité, comme le font les États, témoignent de leur santé financière par des bénéfices, des excédents budgétaires. Et c'est le drame. Bon, monsieur, un bénéfice et un excédent budgétaire sont deux notions qui n'ont rien à voir. Un bénéfice montre une création de richesse, ce qui ne veut pas dire que vous avez de l'argent disponible. A l'inverse, un excédent budgétaire montre que vous avez fait rentrer plus d'argent que vous n'en avez dépensé. Par exemple, si vous facturez quelque chose à un de vos clients, mais qu'il ne vous a pas encore payé, vous avez réalisé un bénéfice, mais il n'y a pas d'argent sur votre compte bancaire. Et si l'année suivante, il vous paye mais que vous n'avez rien vendu, vous avez un excédent budgétaire. Vous avez de l'argent en plus sur votre compte, mais vous n'avez pas de profit puisque vous n'avez rien vendu. Donc la notion de profit et d'excédent budgétaire n'ont rien à voir. Mais excusez-moi, je vous ai interrompu, monsieur, reprenez. Les financiers sont accoutumés à ça. Une entreprise qui marche bien, à qui on peut faire confiance, donc à qui on peut prêter, c'est une entreprise qui fait des bénéfices. J'ai peur de comprendre où monsieur nous emmène. Monsieur va nous expliquer que l'État ne fait pas de bénéfices et que par conséquent, pour les financiers, c'est surprenant. Alors, juste comme ça, la notion de bénéfice n'existe pas dans la comptabilité publique. L'État ne fait pas de bénéfices, tout simplement parce que cette notion n'est pas prévue dans sa comptabilité. Un État, c'est pas une entreprise. Mais on va rendre la parole à monsieur et j'espère que j'ai tort. Bon, un État, c'est différent d'une entreprise, parce qu'il ne fait jamais, quasiment jamais, de bénéfices. Non, monsieur. Un État ne fait jamais de bénéfices ou de pertes. Voici le compte de résultat de l'État. Pouvez-vous me montrer où est la ligne bénéfice ou la ligne perte ? Ne cherchez pas, il n'y en a pas. Parce que la notion de perte et de profit n'existe pas dans la comptabilité publique. Ceux qui affirment le contraire, soit ne comprennent pas, désolé, faut se remettre à la compta. Exactement, monsieur, bien parlé. Il faut que vous vous remettiez ou que vous vous mettiez à la comptabilité. Mais excusez-moi, reprenez votre explication. Les États sont toujours soit à l'équilibre, ils dépensent autant que ce qu'ils perçoivent en impôts et en taxes, soit en situation de déficit, ils dépensent plus que ce qu'ils touchent. Cette situation, pourtant parfaitement logique si on y réfléchit un peu, n'est pas très appréciée des financiers. Ils prêtent parce qu'ils constatent qu'ils sont systématiquement remboursés, ok, mais sans trop comprendre pourquoi.
Normalement, on ne devrait pas continuer de prêter à une institution qui ne dégage jamais de profit. Et pourtant, avec les États, ça marche. Alors non, ici le problème ce n'est pas que les financiers ne comprennent pas comment fonctionne l'État, le problème c'est que vous ne comprenez pas comment raisonnent les financiers. Bon, vous ne comprenez pas non plus comment fonctionne l'État, mais pour l'instant on va se concentrer sur le raisonnement des financiers. Pour décider s'il va vous prêter de l'argent, un financier va se poser une seule et unique question. Est-ce que vous allez payer ? Savoir si vous générez des bénéfices, ce n'est pas son problème, puisque ce ne sont pas ses bénéfices. Savoir comment vous utilisez l'argent qu'il vous prête, c'est pas son problème non plus. Son problème à lui, c'est de s'assurer que vous allez lui rendre son argent et que vous allez également payer les intérêts. C'est ça qui lui permet à lui de faire un bénéfice. Toutes les autres questions qu'on peut se poser n'ont pour objectif que de répondre à cette question-là. Est-ce que le client va payer ? Je vous assure que ça n'a rien de compliqué, monsieur. Tenez, on va prendre un exemple pour visualiser. Imaginez que quelqu'un veuille vous emprunter 100 000 euros en vous promettant de vous rembourser 120 000 euros à la fin du mois. Et là, vous êtes normalement déjà en train de vous poser la question, est-ce qu'il va payer ? Parce que si vous lui prêtez 100 000 euros et qu'il paye, vous avez gagné 20 000 euros. Mais s'il ne paye pas, vous avez perdu 100 000 euros. Et ça fait quand même un peu mal. On est d'accord. Bon, j'espère que cet exemple vous aura permis de comprendre un petit peu mieux le raisonnement qui anime une décision d'octroi de crédit, monsieur. Ça n'a rien de compliqué, Même les enfants le comprennent. Bon, mais quel est le rapport entre ce qu'on vient de dire et l'État au juste ? Sinon, pourquoi les États feraient jamais de bénéfices ? Parce que ça n'aurait aucun sens d'en faire. Ce serait et contre-productif et immoral, j'ai envie de dire. Bigre. Et pourquoi donc au juste ? En dehors du fait qu'un bénéfice pour l'État, c'est une aberration comptable. Les agents économiques privés, entreprises et ménages se battent entre eux pour dégager des bénéfices. Mais nécessairement, il doit y avoir des perdants dans cette bataille. Les dépenses des uns sont les revenus des autres, donc les bénéfices des uns viennent des déficits des autres. J'ai compris, mais quel rapport avec l'État ? C'est facile. L'État ne prend pas à des ennemis particuliers ou entreprises pour donner à sa famille ou à ses propriétaires. L'État n'est pas privé, il n'est pas un individu ou un groupe d'individus qui s'opposent aux autres. L'État est nécessairement extérieur à la bataille entre les individus privés, puisque l'État est public. L'État représente tous les individus. Bon, alors déjà, le principe de base de l'économie, c'est la coopération et l'échange. Donc en fait, il n'y a pas de bataille, il n'y a pas d'ennemis, il n'y a pas d'opposants. Ensuite, un peu plus embêtant, l'État ne représente personne. L'État est un ensemble d'institutions qui ont chacune une mission. Et l'unique raison d'être de chacune de ces institutions est d'accomplir cette fameuse mission. Et ce, indépendamment de la pertinence de la dite mission, ou de son intérêt pour le public. Et évidemment, l'État n'est pas extérieur à l'économie. L'État doit payer ses fonctionnaires, l'État doit payer ses fournisseurs. Et pour ça, évidemment, il lui faut de l'argent. Voilà. Tu t'imagines l'État en haut, prenant une place au soleil, forçant les entreprises et les particuliers à être en bas ? Pourquoi faire ? Pour qui ? Pourquoi ? Mais parce qu'à long terme, c'est pas viable. L'État, comme tout le monde, doit payer ses factures. Pour ça, il lui faut de l'argent. Si vous dépensez plus que vous ne gagnez, il y a fatalement un moment où vous êtes à court d'argent. Et qu'est-ce qui se passe quand on est à court d'argent ? Rappelez-moi. Et c'est ça qui a provoqué la crise de l'euro en 2010. Mais attention, parce que monsieur veut modifier le rôle de l'État, mais aussi celui de la Banque centrale. Attention. Et il va encore nous raconter ses délires alcooliques, il n'y a pas d'autre mot. Allez-y, monsieur. La révolution, c'est de dire une banque centrale est une institution spéciale, dotée de pouvoirs financiers spéciaux, et notamment celui de ne pas craindre de manquer d'argent pour quoi que ce soit. Du coup, rembourser ou pas cette institution ne provoque rien. Question cruciale, qui prête à la banque centrale ? Personne. Personne. Et c'est ça la clé de son pouvoir. La banque centrale n'a aucun créancier. Oh purée ! Bon, alors, puisque monsieur aime bien la comptabilité, s'il n'y a pas de créancier, comme il dit, il n'y a pas de partie charge dans le compte de résultat. Voici la partie charge du compte de résultat de la Banque de France. Prenons par exemple la ligne frais de personnel. La Banque centrale ne paye pas son personnel par bonté d'âme ou par charité.
Elle les paye parce qu'elle a le devoir de les payer, parce que ses salariés ont une créance sur elle qui naît de leur travail. Hein. Donc en fait, la Banque de France a bel et bien des créanciers. Le problème ici est que monsieur ne comprend pas le fonctionnement d'une banque centrale. Gardez bien en tête cette histoire de salariés, ça va nous servir un tout petit peu plus tard. La question qu'on va se poser, c'est avec quel argent les salariés de la Banque centrale sont payés. Allez, reprenez votre explication, monsieur, et essayez de dire des trucs vrais quand même, ce serait pas mal pour changer. D'accord, alors, pourquoi il faut rembourser ses dettes? La bonne réponse à cette question est parce que vous avez pris l'engagement de payer. Mais c'est pas vraiment la réponse de monsieur à qui on rend la parole tout de suite. D'accord, alors, pourquoi il faut rembourser ses dettes? 1. Parce que sinon, la personne d'en face perd ses économies. Non mais ça c'est pas votre problème, monsieur. La situation financière des autres ne vous concerne pas. C'est pas votre problème. Votre problème, c'est de respecter vos engagements et de vous assurer que les personnes avec qui vous êtes en affaires respectent leurs engagements. Et ça s'arrête là. Si quelqu'un à qui vous devez de l'argent a des difficultés financières, je vous assure que c'est pas votre problème. Mais je vous ai interrompu, reprenez votre explication. 1. Parce que sinon, la personne d'en face perd ses économies. Avec la Banque centrale, pas de problème, elle dispose d'une planche à billets. Il n'y a pas de planche à billets dans la zone euro, donc en fait ça c'est faux. Voilà, en fait il y a de planche à billets dans aucune économie moderne. Voilà. Mais peut-être que c'est une question de vocabulaire, parce que de son point de vue, ne pas payer ses dettes, ça revient à les annuler en fait. 2. Parce que sinon, la personne d'en face pourrait ne pas être capable de rembourser ses propres dettes. Non mais ça je vous ai déjà expliqué, monsieur. Pour n'importe quelle personne, qu'elle soit physique, morale, qu'il s'agisse d'un particulier, d'une entreprise ou d'une administration, le problème, ce sont ses propres finances. Ce ne sont pas les finances des autres. Savoir comment est-ce que votre créancier va payer ses dettes, c'est pas votre problème. On le répète. 3. Il faut rembourser les dettes dues à des entreprises car sinon elles risqueraient de se retrouver en situation de faillite comptable. Qu'est-ce que c'est que ça? Alors, jusque-là, monsieur nous avait démontré qu'il ne connaît pas la comptabilité, qu'il ne la comprend pas, qu'il ne comprend pas des raisonnements financiers de base, mais là, c'est nouveau quand même. Il nous fait de l'innovation juridique. Oui, parce que la faillite comptable n'existe que dans la tête de monsieur. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va le laisser nous raconter son délire, et après on va prendre les textes de loi pour lui expliquer comment ça marche en vrai. Parce que c'est pas très compliqué là non plus, C'est quand le bilan comptable d'une entreprise est considéré comme tellement moisi, plus précisément quand la somme de la valeur des possessions de l'entreprise devient inférieure à la somme de ce qu'elle doit rembourser, bref, tellement moisi donc que les créanciers de l'entreprise sont autorisés à en prendre le contrôle par l'intermédiaire d'une procédure juridique pour vendre la boîte en pièces détachées et essayer de récupérer les fonds prêtés. Alors non, ça marche pas comme ça, il n'y a pas besoin d'être un génie de la finance ou du droit pour le savoir. Les contrats de prêt incluent évidemment toujours des dates de paiement. Et avant ces dates, évidemment, les créanciers ne peuvent pas exiger le paiement. Le montant ou le ratio de vos dettes n'a aucune importance. La seule chose qui a de l'importance, c'est de savoir si vous payez vos échéances. Prenons un exemple. Si votre banque vous prête 100 000 € et que vous vous engagez à rembourser dans 10 ans, votre banque ne peut pas revenir le lendemain en vous demandant de rembourser. Vous allez juste lui opposer votre contrat qui dit que vous devez rembourser dans 10 ans. Et ça va s'arrêter là. Ce qui déclenche une faillite, c'est la cessation des paiements. Votre créancier a une créance qui est exigible, que vous devez payer maintenant, mais vous n'avez pas l'argent pour ça. La question des faillites est vue dans le livre 6 du Code du commerce. Et nous allons lire ensemble l'article de loi qui enclenche le processus de faillite. Il est institué une procédure de redressement judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné qui, dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, est en cessation de paiement. Comme je le disais, le niveau d'endettement n'a aucune possibilité de déclencher une faillite. C'est le fait de ne pas honorer ses échéances qui va déclencher une faillite. Mais bon, on va laisser monsieur poursuivre dans son délire, c'est toujours distrayant. La Banque centrale ne peut pas perdre ses économies, elle a une planche à billets. Elle ne peut pas non plus se retrouver en situation de faillite comptable puisqu'il n'y a aucun créancier à protéger, personne ne lui prête. Donc, la valeur de ce que possède la Banque centrale n'a aucune importance pour personne parce que
pas de créanciers à protéger et pas besoin de vendre les possessions de la Banque centrale pour financer quoi que ce soit, puisque planche à billets ultime à disposition. Bon, évidemment, monsieur, qu'une banque centrale peut faire faillite, hein, ça n'a rien de bien compliqué en fait. Alors, tout d'abord, la banque centrale n'a évidemment pas de planche à billets, parce que personne ne possède de planche à billets dans la zone euro. Qu'est-ce qu'une planche à billets? C'est la possibilité de créer de l'argent sans limite. Alors, est-ce que la banque centrale peut créer de l'argent? Oui. Est-ce qu'elle peut le faire sans limite? Non. La banque centrale ne crée de l'argent que quand elle prête de l'argent aux banques. C'est le seul moment où elle en crée. Et ce qui va limiter la capacité d'emprunt des banques, c'est l'obligation de fournir une garantie lorsqu'elles empruntent. La banque centrale ne vous fournira pas un prêt si vous n'offrez pas des actifs qui vont garantir le paiement. D'accord? Voici un document de la banque centrale qui explique ça bien mieux que moi. Lorsque les banques commerciales souhaitent trouver un financement auprès de la BCE et des 19 banques centrales nationales qui, ensemble, composent l'eurosystème, elles doivent déposer des garanties. L'Eurosystème publie une liste des actifs acceptés en garantie, appelés actifs éligibles. Ce qui nous amène à la question de tout à l'heure. Avec quel argent la Banque centrale paye-t-elle ses salariés? Puisque la Banque centrale ne crée de l'argent qu'en prêtant aux banques, avec quel argent la Banque centrale paye-t-elle ses factures? Eh bien c'est très simple, la Banque centrale est une banque. Elle prête de l'argent avec un intérêt. Et c'est cet intérêt qui lui permet, à elle, de payer ses salariés et ses fournisseurs. Ce qui signifie que la Banque centrale n'a pas une quantité infinie d'argent. Elle peut donc manquer d'argent, et dans ce cas-là faire faillite. Je crois que monsieur appelait ça perdre ses économies. Ou il parlait également de faillite comptable, il me semble. Bon, je ne me souviens plus des absurdités exactes que racontait monsieur, mais la Banque centrale peut faire faillite. C'est ça qu'il faut retenir. Bon, mais où veut en venir monsieur exactement avec ces histoires? Conclusion, ne pas rembourser une banque centrale n'est pas un problème. Ça déclenche rien, personne ne perd rien dans l'affaire, c'est totalement neutre. Oui, enfin, ça fait mal à personne, sauf à la Banque centrale. Et il se passe quoi si ça lui fait tellement mal qu'elle fait faillite? Et la crise. Voilà. Bon, monsieur a voulu nous expliquer que l'objectif de son projet est de reconnaître un rôle spécial à l'État et à la Banque centrale. En réalité, ce rôle spécial est d'ores et déjà reconnu, c'est juste que lui ne le comprend pas. Donc en fait, encore une fois, son projet ne sert à rien. Bon, on va maintenant passer à son troisième objectif, éduquer les financiers. Alors, vous vous doutez bien qu'après ce qu'il nous a raconté, c'est risible. Mais on va quand même prendre le temps de l'écouter. Alors, c'est à vous, monsieur. Qu'est-ce que vous en pensez des financiers? On annule la dette pour montrer aux financiers que ça pose absolument aucun problème. On les éduque sur le fait que l'investissement public est nécessaire, que tout ne se compte pas en euros, que les richesses ne sont pas que marchandes, et que le monde ne s'effondre pas quand on fait de la dépense qui ne génère pas de bénéfices, que la finance n'est qu'un cadre imparfait, arbitraire, créé par nous, qu'on peut modifier à souhait. Si on arrive à faire comprendre ne serait-ce qu'un dixième de ce que je viens d'énoncer, c'est déjà un pas de plus vers des financiers qui comprennent un peu mieux leur boulot et leur rôle. Ils s'occupent des richesses marchandes, ok, mais il n'y a pas que ça dans la vie. Les seuls ratios financiers sont loin de décrire l'ensemble de la réalité économique et sociale. Bon, encore une fois, c'est n'importe quoi, hein. Donc, puisque vous n'avez pas compris, je vais vous expliquer un petit peu ce que c'est le boulot des financiers, comme vous dites, parce que c'est comme le fonctionnement de l'État ou de la Banque centrale, visiblement, ça vous échappe. Les métiers de la finance consistent à gérer de l'argent. Donc, quand vous nous dites Ils s'occupent des richesses marchandes, ok, mais il n'y a pas que ça dans la vie. en fait, ça, c'est pas adapté quand vous parlez finance. D'accord? C'est-à-dire que si vous allez emprunter de l'argent, ça va être difficile de ne pas parler de richesse marchande, comme vous dites. Soyons clairs, tous les secteurs de l'économie, tous les métiers ont pour objectif de générer un profit. Les métiers de la finance ne font pas exception. Les banques ne prêtent pas d'argent par bonté d'âme, par charité ou par je ne sais quel bon sentiment. Elles prêtent de l'argent pour le profit. On les éduque sur le fait que l'investissement public est nécessaire. Que ces investissements dont vous nous parlez sans les définir clairement depuis un bon moment soient nécessaires ou pas n'est pas le problème des financiers. Les financiers travaillent pour générer un profit. Ils doivent remplir leur frigo comme tout le monde. De la même manière qu'un policier, un enseignant ou une infirmière ne travaillent pas pour la gloire.
Ils ne travaillent pas pour une idée absurde et indéfinie de bien commun. Ils travaillent pour un salaire, pour gagner leur vie. Et c'est parfaitement respectable. Et c'est comme ça que fonctionne le monde. Et il va falloir que vous deveniez adulte et que vous compreniez cet état de fait, monsieur. Et que le monde ne s'effondre pas quand on fait de la dépense qui ne génère pas de bénéfices. Ah, mais on peut même faire de la dette qui n'a pas pour objectif le profit. Est-ce que vous avez entendu parler des crédits à la consommation, monsieur? Les seuls ratios financiers sont loin de décrire l'ensemble de la réalité économique et sociale. Eh bien, je suis heureux de vous annoncer, monsieur, que ce n'est pas le cas. On n'utilise pas que des indicateurs financiers en finance. Par exemple, si dans un pays il y a un changement de président, ce n'est pas un indicateur financier. Pour autant, il va falloir utiliser cette donnée pour déterminer si on va prêter à ce pays ou pas. C'est du bon sens, ça, monsieur. Et passons maintenant au gros morceau du discours de monsieur. On annule la dette pour montrer aux financiers que ça pose absolument aucun problème. Sauf que ça pose un problème colossal. Mais pour le comprendre, il faut comprendre la logique des marchés financiers. Et le problème, c'est que monsieur ne la comprend pas. D'accord? Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va le laisser nous expliquer comment fonctionnent les marchés financiers d'après lui, et après on va lui expliquer comment ça marche en vrai. Un petit peu comme ce qu'on a fait depuis le début de cette vidéo en fait. Alors monsieur, comment est-ce qu'on prend une décision en finance d'après vous? Ce que les financiers comprennent pas, on est complètement schizophrène. Ils sont imprévisibles. Bon, vous avez entendu ce qu'a dit monsieur? Eh bien c'est l'exact inverse. Il est difficile de faire plus prévisible qu'un financier. Un financier raisonne de façon très simple. Il va appliquer ses contrats. C'est aussi simple que ça. Un financier n'investit pas son propre argent. Il investit l'argent de ses clients. Et il n'investit pas l'argent de ses clients comme lui le souhaite, mais selon les termes qui sont fixés dans les contrats qui sont signés avec ses clients. Par exemple, si vous allez voir une compagnie d'assurance et que vous signez une assurance vie où vous indiquez que vous souhaitez de la dette d'État avec un niveau de risque faible, eh bien, la compagnie financière doit vous fournir de la dette d'État avec un risque faible. C'est évident. La dette d'État française est considérée à risque faible. Par conséquent, la compagnie d'assurance peut vous livrer des titres de dette française. Jusque-là, on est d'accord, tout est logique. Le risque principal quand on prête de l'argent, c'est que le débiteur ne paye pas. Et c'est très précisément ce que propose monsieur. Et si le risque principal se concrétise, on ne peut pas considérer que cette dette d'État est sans risque. Et par conséquent, la compagnie d'assurance ne peut pas vous livrer des titres de dette française. Logique. Elle ne va donc pas les acheter. Et si elle les possède, elle va les vendre. Or, concernant la dette française, il y a un consensus sur le fait qu'elle est sans risque. Par conséquent, la dette française n'est détenue que dans le cadre de contrats sans risque. Et par conséquent, si la dette française n'est plus sans risque, tous les financiers doivent s'en débarrasser, en même temps. Voilà, c'est tout. C'est juste un comportement logique qui découle du fait de respecter ses engagements. Hein, c'est pas bien compliqué, monsieur. Bon, on vient de voir pourquoi son projet est complètement délirant et complètement inutile. Mais attention, parce que monsieur avait quand même identifié des limites nécessaires pour que son projet fonctionne. Rappelez-vous. Et on va voir ça maintenant. Il faut des politiques qui veulent investir, et une commission européenne, et des marchés financiers aussi, qui perdent pas confiance. Oh, trouver des politiciens pour dépenser de l'argent, ça devrait être faisable. Convaincre la Commission européenne que votre montage c'est une bonne idée, ça par contre... non, juste non. Ce sont des gens avec un cerveau en état de marche. Et les financiers, vous comptez leur donner confiance comment, au juste? En tenant compte de ce que je vous ai dit juste avant? Comme on l'a déjà dit, tout est une histoire de com et de formulation des choses. Non, c'est une question de faits et de logique. Les financiers, comme vous les appelez, gèrent des milliers de milliards d'euros. Ils n'en sont pas arrivés là en étant des pigeons. Mais je réalise, dis donc, c'est avec moi qu'il veut communiquer, monsieur, en fait. Oui, parce que moi, j'ai fait l'octroi de crédit, d'accord? C'est moi qui décidais si on donnait un crédit aux gens ou pas. Et j'ai fait de l'arbitrage aussi. C'est moi qui décidais comment est-ce qu'on investissait l'argent. Mais alors, c'est à moi qu'il veut parler. Allez-y, monsieur. On peut imaginer une BCE qui décide d'annuler les dettes des États avec un message associé du genre
On se doute que cette histoire de dette qui grossit vous fait un peu flipper, nous souhaitons rassurer tout le monde quant au fait que le whatever it takes est toujours d'actualité, ainsi, mesure jamais prise auparavant, témoignage de notre volonté de tout faire pour que ça marche, nous allons alléger le poids de la dette des États européens par une annulation, et ce, sans aucune perte pour vous les financiers, vous les banques, vous le contribuable, et tout en permettant les investissements massifs dont nous avons besoin. Ouais, c'est sûr que dit comme ça, ça pourrait passer. Quoi? Non, ça passe pas, non, vous êtes fous là. Alors, voici en bon français bien compréhensible ce que vient de dire monsieur. Bonjour, j'ai décidé de ne pas payer mes dettes. Mais j'avais une bonne raison, vous comprenez? En fait, je veux emprunter de l'argent chez vous, et je me doute que vous voulez pas de clients qui sont endettés, hein. Mais je vous promets que je vous paierai, hein, si vous me prêtez de l'argent. Bon, on est d'accord que c'est pas un discours qui est très convaincant, hein. Et d'après monsieur, si les financiers ne sont pas convaincus, tout son beau projet tombe à l'eau. Donc on a un gros problème là. Voilà tout ce qu'il y a à dire sur le plan de monsieur, hein. Donc il va falloir faire mieux que ça. On va passer au troisième point noir qu'avait identifié monsieur, le risque d'inflation. Mais il y a l'inflation, la planche à billets, ça fait grimper les prix, ça dévalue la monnaie. Oui, peut-être. Et peut-être aussi que le prochain bébé de Madame Soleil s'appellera Jean-Claude. Personne n'en sait rien, c'est totalement imprévisible. Trop de planches à billets, ça veut dire quoi? Rien, c'est pas défini. Eh bien, dans ce cas, monsieur, si vous ne savez pas, je vous propose de remettre votre projet à plus tard et de revenir nous ennuyer quand vous saurez. Pour nos spectateurs, concrètement, l'inflation, ce que ça veut dire, c'est que votre salaire et vos économies perdent leur valeur, voire disparaissent tout court si l'inflation est trop importante. Par exemple, une inflation de 20%, ça veut dire qu'il y a une augmentation des prix de 20%. Et le petit problème, c'est que les idées de monsieur, elles ont déjà été appliquées dans le passé. Et qu'on n'est pas sur du 20% d'inflation, on est plutôt sur du 15-20 millions de pourcents. Oui, vous avez bien entendu. C'est dans ces cas-là qu'on se retrouve à payer une baguette de pain avec une brouette de billets, hein. Trop de planches à billets, ça veut dire quoi? Rien, c'est pas défini. Oui, c'est pas défini parce que vous l'avez pas défini, monsieur, hein. Donc en fait, ce qu'on va faire là, c'est qu'on va prendre vos chiffres et on va voir ensemble si ça paraît raisonnable ou pas. Voilà un graphe qui te montre la somme de la monnaie centrale injectée par la BCE et ses lieutenantes depuis le début de la zone euro. On en est rendu à 5 000 milliards d'euros imprimés, en grande partie de manière électronique par les banques centrales. Supprimer la dette des États européens détenus par la Banque centrale, ça signifierait libérer 2 300 milliards d'euros. Bon alors déjà, les banques centrales nationales ne sont pas les lieutenantes de la Banque centrale européenne, elles sont les actionnaires de la Banque centrale européenne. D'accord? Ce sont elles les propriétaires, hein. C'est elles les patronnes, hein. C'est elles qui commandent. Mais revenons au sujet et on va traiter ça avec une métaphore extrêmement simple. Si vous allez uriner dans la Méditerranée, a priori, ça ne devrait pas poser trop de problèmes. En revanche, si vous augmentez le volume d'eau dans la Méditerranée de 50%, on va avoir un problème. Et c'est exactement ça que propose monsieur. Monsieur propose d'imprimer 2300 milliards d'euros d'un coup comme ça, tranquille. Ce qui correspond globalement à la moitié de la quantité de monnaie en circulation, d'après ces chiffres. Donc effectivement, il n'y a pas besoin d'être prix Nobel pour deviner qu'il va y avoir un problème. Bon, nous allons maintenant aborder rapidement les conséquences d'un défaut de paiement. Parce que c'est un point que monsieur Reka aborde très rapidement. D'ailleurs, on va lui laisser nous dire ça lui-même. C'est pas sans conséquence, évidemment. Et c'est tout. Voilà. Ça, c'est l'explication de monsieur Reka sur les conséquences de son projet. Et si vous savez ce que sont les conséquences d'un défaut de paiement, vous ne l'aurez pas appris de la part de monsieur Eureka, puisque en fait il ne le dit à aucun moment. Voilà. Et il ne le dit pas parce qu'en réalité ces conséquences sont absolument catastrophiques. Donc les conséquences de son projet sont catastrophiques. Il en est parfaitement conscient, mais il ne veut pas le dire. Donc on va prendre un exemple pour voir ce que ça donne un défaut de paiement de façon concrète et factuelle. En 2017, le Venezuela a décidé de ne pas honorer une échéance de 281 millions de dollars. Ce qui a eu 2-3 conséquences négatives. Le Venezuela, qui était basiquement l'Arabie Saoudite d'Amérique du Sud, s'est retrouvé dans une pauvreté innommable. Pour vous donner un ordre d'idée, le gouvernement vénézuélien a refusé de payer ses dettes le 10 novembre 2017, et en 2018, soit 2 mois après, l'inflation a été de 1 370 000 %.
Ouais, vous avez bien entendu, ouais. Donc vous nous disiez quoi déjà sur l'inflation, monsieur Eureka? Oui, peut-être. Et peut-être aussi que le prochain bébé de Madame Soleil s'appellera Jean-Claude. Personne n'en sait rien, c'est totalement imprévisible. Et là, chers spectateurs, je pense que vous comprenez mieux pourquoi je m'agace un petit peu devant les inepties que nous raconte monsieur Eureka. Hein, ce qu'il vous raconte, c'est dangereux. Vous vous rappelez peut-être aussi que son objectif, c'était de permettre à l'État d'emprunter plus. Hein. Alors, voici les taux du Venezuela aujourd'hui. Alors, oui, la virgule est à la bonne place. Hein. Oui, le taux le plus faible auquel le Venezuela peut emprunter est de 30%. Oui. Ce qui signifie que, basiquement, le Venezuela ne peut pas emprunter. Hein. Voilà. Ça, ce sont les conséquences d'un défaut de paiement. D'une annulation de la dette, comme dit monsieur Eureka. Et je pense qu'on est d'accord pour dire que le résultat est pas bon. Bon, jusque-là, on a vu que la comptabilité, c'était pas le truc de monsieur Eureka, que la finance, il y comprend rien, et que l'économie, il faut pas qu'il s'en approche. Mais attention, parce que maintenant, il va nous parler de droit. Et là, c'est juste comique. C'est à vous, monsieur. Moi j'ai entendu dire que Christine, elle avait dit que c'était pas légal, donc... Alors, c'est pas Christine, c'est Madame Lagarde. Hein. Vous n'avez pas fait la queue à la CAF ensemble. Ok, alors, est-ce que ne pas rembourser une dette, c'est légal? Bah évidemment que oui, hein, on l'a dit, le défaut de paiement, c'est un truc qui arrive tout le temps. Mais qu'est-ce que c'est que ce raisonnement? Mais monsieur, enfin, mais les meurtres aussi, ça arrive, hein. C'est pas pour autant que c'est légal, hein. Évidemment que ne pas payer ses dettes, c'est illégal, monsieur, enfin. Bon, ben, on va vous rendre la parole d'ailleurs, parce que finalement, vous êtes d'accord avec moi. C'est pas sans conséquence, évidemment, procédure juridique, etc. Ah ouais, alors là, c'est encore plus puissant. Hein. C'est pas illégal, mais si vous le faites, vous aurez des problèmes avec les tribunaux. Je ne vois absolument aucune faille dans ce raisonnement. Hein. Je suis totalement subjugué par monsieur et sa logique à toute épreuve, hein. En tout cas à l'épreuve de la réalité. Hein. Pourquoi Christine Lagarde dit que annuler ses dettes serait illégal? Parce qu'il existe un article du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, article 123, qui dit « Il est interdit à la Banque centrale européenne et aux banques centrales des États membres d'accorder des découverts ou tout autre type de crédit aux autorités publiques. » Eh, enfin des choses factuelles. Et en plus c'est juste. Espérons que ça continue comme ça. Bon, évidemment, si vous suivez mes vidéos, vous savez que monsieur va vite repartir dans ses délires. Bon alors, l'article 123, mentionné par Christine Lagarde, dit effectivement que quand un État européen va voir les marchés financiers pour obtenir des fonds, les banques centrales n'ont pas le droit d'intervenir. En revanche, une fois les fonds levés, là, elles le peuvent. Ou plutôt, l'article 123 ne dit pas qu'elles ne le peuvent pas, donc... Non, monsieur. L'article 123 dit que la Banque centrale n'a pas le droit d'accorder de crédit aux autorités publiques. Quel rapport entre l'article 123 et l'illégalité de ne pas rembourser la Banque centrale? Aucun. Ou plutôt, il s'agit d'une interprétation. Excusez-moi, monsieur, mais après ce que vous nous avez raconté sur les défauts de paiement qui sont légaux, mais qui peuvent vous amener des tracasseries avec les tribunaux, je pense qu'on va se passer de vos avis sur le sujet. Hein. Bon, notez que monsieur a dit que l'explication de madame Lagarde n'est qu'un point de vue. Sous-entendu, il y a d'autres points de vue qui sont tout aussi valables. Sauf que c'est pas le point de vue de madame Lagarde. C'est l'interprétation de tous les pays de la zone euro, les 19 pays de la zone euro, depuis que l'euro existe, et c'était déjà leur point de vue avant même que l'euro existe. Et concrètement, tous les pays de la planète qui fonctionnent correctement ont une règle similaire. Tout simplement pour éviter que le pays devienne un nouveau Venezuela, hein, avec son inflation à 1 300 000%. Le droit, ce n'est pas de la divination dans les os de poulet, monsieur. D'accord ? C'est pas on interprète un peu comme ça nous arrange, et puis si l'interprétation nous va pas, ben on la change. Non, ça marche pas comme ça le droit, monsieur. Quand on veut interpréter un texte juridique, on doit respecter deux choses. Le texte, littéralement, la manière dont il est écrit, et l'esprit du texte. D'accord ? C'est-à-dire la volonté qu'avaient ceux qui l'ont rédigé. Et une fois qu'on a une interprétation, on s'y tient. Parce que sinon, on ne peut pas savoir ce qui est interdit ou ce qui est autorisé. Ce qui est quand même un petit peu l'objectif d'une loi. Par exemple, c'est ça qui fait que pour valider le mariage homosexuel en France, il a fallu passer par une loi. Certes, la loi précédente qui régissait le mariage ne précisait pas que le mariage devait être entre un homme et une femme,
Néanmoins, à l'époque où ce texte avait été voté, l'homosexualité était illégale. Donc, on ne pouvait pas vraiment considérer qu'il était dans l'esprit de la loi de valider une union entre personnes de même sexe. Et c'est pour ça qu'il a fallu une loi pour valider le mariage homosexuel. L'article dit il est interdit d'accorder des découverts ou tout autre type de crédit aux institutions publiques. Est-ce qu'annuler une dette est une forme de crédit? C'est-à-dire que ce qui va se passer d'un point de vue juridique, c'est qu'il y aura un contrat entre la Banque de France et l'État français portant sur un crédit, un contrat de crédit. Est-ce qu'un contrat de crédit est un crédit? On peut défendre l'idée que oui. Merci monsieur, vous êtes enfin un petit peu raisonnable. Bon, je vous propose qu'on s'arrête là avant que monsieur dise une nouvelle bêtise, même s'il en reste encore beaucoup à corriger dans sa vidéo. Bon, alors, monsieur Eureka, ce que vous avez raconté dans votre vidéo est faux, aberrant et malhonnête. Et vous le savez parfaitement. Vous voulez éduquer les financiers, d'après vos propres mots. Je vais être un petit peu direct, vous n'avez même pas le niveau pour passer le bac en économie. Donc je vais vous suggérer de dégonfler un peu des chevilles. Éventuellement de trouver un travail, ça ne peut pas vous faire de mal. Et pour nos spectateurs, ma conclusion sera très simple. Méfiez-vous des gens comme monsieur Eureka. Parce qu'au-delà des conséquences très prévisibles de son projet, ici, on est quand même face à quelqu'un qui vous parle d'ennemis, qui vous parle de combat, qui vous explique que les gens qui sont en désaccord avec lui sont malhonnêtes ou sont des malades mentaux. Le fait qu'il parle doucement en ayant l'air sympa ne doit pas cacher le fait que son discours est extrêmement violent. Ce genre d'individu n'aura aucun problème à vous pousser à commettre des actes qui sont contraires à vos intérêts. Et quand vous en subirez les conséquences, ce ne sera pas son problème. Soyons clairs là-dessus. Et rassurez-vous, détecter ce type d'individu n'est pas difficile. Si quelqu'un vient vous expliquer le fonctionnement des marchés financiers avec des graphiques qui ont Homer Simpson dessus, il faut se méfier. Je ne pensais pas prononcer cette phrase un jour dans ma vie, mais plus sérieusement. La moitié de ma vidéo, c'est Monsieur Eureka qui se répond à lui-même, parce qu'il ne réussit pas à être cohérent. Il n'y avait à aucun moment besoin d'être un expert en finance, en comptabilité, en droit ou en quoi que ce soit pour le voir. Il n'y avait pas non plus besoin d'avoir un QI monstrueux. D'accord? Il suffisait d'être un minimum attentif et d'avoir un cerveau en état de marche. Bon, sur ce, merci de m'avoir écouté et je vous souhaite une bonne journée.